Le garçon pensait avoir des punaises de lit, mais le médecin regarda de plus près et fut horrifié. Dans une tranquille maison en bois de 2 étages, à la périphérie de la ville, vivait une famille de 3 personnes. Monsieur Henri, un charpentier d'âge moyen, sa femme Amélia, institutrice en école primaire, et leur fils de 10 ans, Jacques. « Tu te grattes encore ?» Amélia alluma rapidement la lumière en entendant des bruissements au milieu de la nuit. Jacques était assis droit dans son lit, haletant, se grattant violemment le bras déjà rouge. « Ça me démange tellement, maman. Ça me démange partout. » Elle alluma la lampe de chevet, la panique traversant son visage en voyant les nouvelles marques rouges comme s'il avait été griffé violemment par des ongles. Le drap était taché de sang là où le garçon s'était gratté au point de s'ouvrir la peau. « Henri, viens voir ce qui arrive à notre fils », cria Amélia en cherchant frénétiquement la crème anti-démangeaison. Henri arriva en courant, encore groggy. « Oh, mon fils, laisse-moi voir. » Jacques se blottit dans les bras de sa mère, tremblant en disant, comme la nuit dernière et la nuit d'avant. « Ça me démange tellement et j'ai froid aussi. » Ils avaient d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de piqûres de moustiques ou d'une simple réaction allergique. Mais quand Amélia alluma les lumières et vérifia toute la pièce, les marques rouges s'étaient étendues à ses bras, son cou, son dos, même la plante de ses pieds. Au début, ils avaient pensé que c'était des draps sales, alors Amélia les avait lavés à fond et remplacés. La deuxième nuit, elle avait vaporisé de l'insecticide dans toute la pièce. Mais rien ne s'améliorait. Jacques continuait de se gratter et les marques rouges ne faisaient qu'empirer. « Ça doit être des punaises de lit », murmura Amélia à son mari dans la cuisine pendant que Jacques faisait la sieste, épuisé. Henri fronça les sourcils. « J'ai déjà vérifié attentivement. Le matelas est propre. Aucun signe d'insectes. La maison est peut-être vieille, mais ce n'est pas si grave. Alors pourquoi continue-t-il à être comme ça toutes les nuits ?» Henri soupira et détourna le regard. C'est peut-être quelque chose de l'école. Une allergie à quelque chose. Amélia secoua la tête. Non, je l'ai gardé à la maison aujourd'hui. Toute la journée. Rien d'inhabituel. Pas de nouvelle nourriture, pas de vieux vêtements. Mais ce soir, dès qu'il s'est couché, ça l'a démangé de nouveau. La maison qu'il louait était à côté d'une petite colline avec des murs en bois patiné et un toit usé par les années. Ils avaient emménagé 6 mois plus tôt après que les heures de travail d'Henri aient été réduites lorsque l'atelier de menuiserie avait partiellement fermé. Ne pouvant plus se permettre leur ancien appartement dans le centre-ville, ils avaient dû louer cette maison à moitié prix. Le propriétaire, Monsieur Donald, était un vieil homme célibataire qui vivait dans un appartement à l'arrière. Il était calme, distant, et ne répondait généralement que par des hochements de tête. Amélia l'avait une fois invité à dîner, mais n'avait reçu qu'un hochement de tête et la réponse « Je n'aime pas le bruit ». Les nuits suivantes, Jacques commença à perdre le sommeil. Il restait souvent éveillé jusqu'à l'aube, se grattant constamment, pleurant, tremblant de froid. « Maman, il y a quelque chose qui rampe sur moi. »« Il n'y a rien là, mon chéri. Ce n'est qu'un rêve. Essaie de dormir. Maman est là. » Amélia était assise à côté de lui, les yeux cernés de fatigue, mais sa voix restait douce. Le garçon sanglotait doucement. « Ça me touche sans arrêt. C'est si froid. » Amélia lui serra la main très fort, la voix brisée. « Ça va aller, mon amour. Je ne le laisserai pas te faire de mal. » Jour après jour, Jacques commença à perdre du poids. Ses repas, déjà petits, devinrent encore plus petits. Ses yeux étaient cernés, sa peau pâle. Henri devint agité, s'énervant de frustration. « Nous devons faire quelque chose, Amélia. Nous ne pouvons pas le laisser comme ça. » Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je l'emmènerai chez un dermatologue en ville demain. J'ai déjà pris rendez-vous. Nous ne pouvons plus attendre. » Cette nuit-là, Jacques rêva de nouveau de quelque chose qui rampait sur lui. Il se réveilla en sursaut, criant. « Quelqu'un me regarde depuis le mur. » « Maman. » Le cœur d'Amélia bondit. Elle le serra fort. « C'est juste un rêve, bébé. Il n'y a personne. » Jacques murmura, « J'entends des chuchotements derrière le mur. » Henri entra, fixant le vieux mur à côté du lit de leur fils. « C'est la pièce vide que Donald a dit être utilisée comme débarras, n'est-ce pas ?» Amélia hocha la tête anxieusement. Il a dit que personne ne l'avait utilisée depuis 20 ans. Henri s'approcha du mur et y appuya son oreille. «
Silence. Il n'y a rien, juste des rêves, dit-il comme pour se rassurer. Amelia hésita. Tu sens ça? Henri inspira profondément. Une légère odeur de moisi, comme de la terre en décomposition. Du fer rouillé persistait, comme si elle venait d'un espace longtemps scellé. Il fronça les sourcils. Ça pourrait être de vieilles canalisations. Non, cette odeur est différente, marmonna Amelia, serrant son fils fort. Le lendemain matin, alors qu'il conduisait Jacques à la clinique, le garçon s'assoupit sur la banquette arrière, épuisé. Amelia jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les yeux rouges d'inquiétude. J'espère juste que ce n'est rien de grave. À la clinique, le docteur Sarah Jacobs, une femme d'une quarantaine d'années spécialisée en dermatologie, examina attentivement chaque tache rouge. Cela ne ressemble pas à une allergie typique. Ce n'est pas non plus des piqûres d'insectes, dit-elle, les yeux fixés sur les bosses rouges sur la peau de Jacques. Henri fronça les sourcils. Vous voulez dire que ce ne sont pas des punaises de lit, pas des acariens? Sarah secoua la tête. Je pense que nous devrions faire une biopsie cutanée pour plus de détails. Et aussi une prise de sang. S'il y a une toxine, elle pourrait apparaître dans les résultats. Amelia serra la main de son mari. Toxine. Le ton de Sarah devint grave. Possiblement. Je ne suis pas encore sûr. Mais la peau du garçon réagit comme si elle avait été exposée à un produit chimique doux mais persistant. Henri regarda sa femme sous le choc. Un produit chimique doux? De notre maison? Sarah prit des notes. Pouvez-vous décrire l'environnement de vie de Jacques? Une peinture récente? Des produits de nettoyage agressifs, des zones avec de la moisissure? Amelia balbutia. Non, nous louons une vieille maison. Nous n'avons fait aucune rénovation. Il y a une pièce à côté de celle de Jacques qui est verrouillée. Le propriétaire a dit que c'était juste un vieux débarras et qu'il était utilisé. Sarah leva les yeux. Cette pièce est-elle juste à côté de son lit? Henri hocha la tête. Juste à côté. Mais elle est cadenassée. Nous n'y sommes jamais entrés. Le médecin fit une pause de quelques secondes, puis dit lentement, je pense que je dois venir visiter votre maison et inspecter l'environnement de vie moi-même. Jacques était recroquevillé sur un banc dans le couloir de l'hôpital de Springfield, le visage pâle, les yeux ternes, les mains se levant encore occasionnellement pour se gratter le cou. Amelia lui tira doucement la main, sa voix fatiguée. S'il te plaît, ne te gratte plus, bébé. Mais ça me démange tellement, maman. Je ne supporte plus ça, gémit Jacques, les larmes aux yeux. Henri se tenait derrière eux, les deux mains agrippant le bord du banc, essayant de rester calme. Le docteur Sarah Jacobs sortit du laboratoire, tenant un dossier et une enveloppe scellée. Veuillez venir à mon bureau. Nous devons parler en privé, dit-elle, sa voix nettement plus lourde que lors de l'examen précédent. La petite salle de consultation était froide et stérile sous la lumière fluorescente dure. Amelia tenait Jacques sur ses genoux tandis qu'Henri était assis en face du médecin, les yeux fixés sur le dossier. Sarah ouvrit le dossier et parla lentement. Premièrement, la prise de sang de Jacques n'indique aucun signe clair d'infection bactérienne, parasitaire ou virale. Cependant, ses marqueurs inflammatoires et le nombre de ses globules blancs sont légèrement élevés. C'est compatible avec une inflammation cutanée prolongée. Qu'en est-il de la biopsie cutanée? Demanda immédiatement Henri. Sarah hocha la tête. Je viens de recevoir les résultats. La peau de Jacques réagit à un composé lié au formaldéhyde. C'est un conservateur couramment utilisé dans l'industrie ou les laboratoires. À faible concentration, il provoque des démangeaisons, des inflammations et des réactions allergiques. Une exposition prolongée, cependant, peut avoir des effets graves sur les systèmes respiratoires et nerveux. Amelia halta. Mais comment pourrait-il y avoir du formaldéhyde dans notre maison? Nous n'utilisons aucun produit chimique. Sarah croisa les bras, son expression tendue. C'est pourquoi j'ai demandé. Jacques n'aurait pas pu être exposé à cela à l'école. Les niveaux trouvés dans son sang indiquent que l'exposition a duré au moins plusieurs semaines, peut-être même des mois. Il doit s'agir d'un endroit avec lequel il est en contact quotidiennement. J'aimerais votre permission d'inspecter votre maison. Il pourrait y avoir une source d'émission que nous n'avons pas détectée. Henri hocha immédiatement la tête. Bien sûr. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Le plus tôt sera le mieux. Sarah se leva et fit un geste.
Bien. Je passerai demain matin avec un collègue. Veuillez ne rien vaporiser ni changer quoi que ce soit dans la chambre de Jacques. J'ai besoin que tout soit laissé tel quel. Amelia fit un petit signe de tête, ses yeux montrant un mélange d'espoir et de peur. Le lendemain matin à Springfield était brumeux et d'un froid glacial. Le docteur Sarah arriva avec son collègue, un technicien en environnement nommé Anthony Morgan, âgé d'environ 35 ans, calme, portant des lunettes et transportant une valise pleine d'équipements. Amelia ouvrit la porte et les salua. « Désolé, la maison est un peu en désordre. » Sarah sourit doucement. « Ne vous inquiétez pas, Amelia. Nous avons besoin de voir l'environnement réel. » Le groupe monta à la chambre de Jacques. La petite pièce avait de vieux murs en bois, et le lit était placé juste à côté du mur de droite. Jacques était assis dans le coin, serrant son ours en peluche, les yeux sombres. Anthony commença à utiliser un appareil pour tester l'air, se concentrant sur le mur adjacent au lit. La machine émit un léger bip, puis s'arrêta. Il fronça les sourcils. Sarah demanda doucement. « Quelque chose ?» Anthony secoua la tête. « Pas encore. Je vais placer un détecteur de formaldéhyde ici. Nous recueillerons des échantillons après quelques heures. » Henry les regarda tous les deux et désigna le mur. Derrière ce mur se trouve la pièce verrouillée. Monsieur Donald a dit que c'était juste un vieux débarras. Sarah se tourna vers lui. « Serait-il possible que nous jetions un coup d'œil à cette pièce ?» Henry hésita. « Je vais lui demander. Il habite à l'arrière. Je vais aller frapper. » Le groupe se dirigea vers le jardin arrière où se trouvait la petite maison de Donald. Henry frappa, puis se tourna vers sa femme. « Je ne suis pas sûr qu'il ouvre la porte. » Un instant plus tard, Monsieur Donald l'ouvrit à peine. Son visage était émacié, ses cheveux blancs comme neige, ses yeux profondément enfoncés. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il d'une voix sèche et cassante. Henry offrit un sourire poli. « Bonjour, Monsieur Donald. Voici une docteure et un spécialiste en environnement de l'hôpital de Springfield. Ils sont venus inspecter la maison à cause de l'état de Jacques. Nous aimerions vous demander si vous pouviez ouvrir l'ancienne salle de rangement à l'étage afin qu'ils puissent évaluer l'environnement. » Donald fronça les sourcils. « Il n'y a rien là-dedans, juste de vieilles affaires. J'ai perdu la clé il y a longtemps. » Sarah s'avança, la voix calme et patiente. « Nous avons juste besoin d'un rapide coup d'œil. Pourriez-vous vérifier si vous avez une clé de rechange quelque part ?» Donald croisa les bras, visiblement irrité. La clé est partie. De plus, cette pièce est scellée. Cela ne pourrait pas affecter le garçon. Anthony prit la parole. « Monsieur, le niveau de formaldéhyde dans la pièce adjacente est anormalement élevé. Il pourrait y avoir une fuite. Nous n'accusons personne. Nous voulons seulement assurer la sécurité du garçon. » Donald le regarda en plissant les yeux, puis claqua, « J'ai dit qu'il n'y avait rien. Si vous suspectez quelque chose, vérifiez votre propre côté de la maison. Ne vous mêlez pas de la mienne. » Sarah garda toujours son ton doux. « Nous voulons juste aider Jacques. Si vous pouvez trouver la clé aujourd'hui, cela aiderait beaucoup la famille. » Donald resta silencieux un long moment, puis finit par hocher la tête. « Je vais la chercher. Revenez plus tard. » La porte claqua. Henry soupira et se tourna vers Anthony. « Qu'en pensez-vous » Anthony sortit un autre appareil portable de sa mallette et remonta dans la chambre de Jacques. Il plaça le capteur contre le mur. La machine commença à biper plus vite. Il vérifia les lectures et marmonna. Le niveau de formaldéhyde près du mur est 10 fois supérieur à la limite admissible. Sarah fronça les sourcils. Alors, il y a vraiment une fuite. Amelia paniqua. À quel point ça peut être toxique ? Le visage d'Anthony était grave. Avec une exposition prolongée, cela peut affecter le système respiratoire, même le système nerveux. Pour un enfant comme Jacques, le risque est beaucoup plus élevé. Henry serra la main de sa femme, la voix tremblante. Nous n'arrivons pas à y croire. Sarah hocha la tête. Je vais rédiger un rapport et recommander un ordre d'inspection forcé si Donald ne coopère pas. Ce n'est plus une affaire privée. Cet après-midi-là, Donald ne revint pas. La famille attendit toute la journée, mais il n'apporta pas la clé comme promis. En soirée, Henry frappa à sa porte, mais il n'y eut aucune réponse.
Les lumières à l'intérieur étaient éteintes. C'était complètement silencieux. Amelia trembla. « Pensez-vous qu'il cache quelque chose ?» Henri hocha faiblement la tête, les yeux fixés sur le mur derrière le lit de son fils. Sarah appela immédiatement le département de la santé locale pour demander une intervention d'urgence. « S'il refuse de coopérer, je demanderai à la police locale d'obtenir un mandat de perquisition. Jacques est en danger à chaque heure qui passe. » La maison autrefois calme était maintenant remplie d'une lourdeur et d'une suspicion. Personne ne dit un mot. Seul Jacques, recroquevillé sur son lit, murmura quelque chose qui fit frissonner tout le monde. « Maman, elle chuchote encore ce soir. » Le lendemain matin, juste au moment où les premiers rayons de soleil faible se glissaient à travers les pins, quelqu'un frappa à la porte de la famille. Toc toc. Henri ouvrit et vit deux personnes en uniforme bleu, l'une tenant une mallette, l'autre portant des lunettes et tenant un appareil de mesure. « Bonjour. Nous sommes du département de la santé publique de Springfield. Je suis l'ingénieur en environnement Michael Thompson, et voici mon collègue, l'ingénieur de surveillance Alexander Rogers, » se présenta l'homme. Henri hocha la tête avec tension et les invita à entrer. « Nous vous attendions. S'il vous plaît, à l'étage. » Alors qu'il montait les escaliers, Amelia murmura à son mari, « As-tu vu Monsieur Donald ?» Henri secoua la tête. « Rien la nuit dernière. Pas de lumière, pas de son. » Dans la chambre de Jacques, Michael et Alexandra allumèrent leur moniteur de qualité de l'air. La pièce était toujours emplie d'une odeur humide et d'un froid pénétrant qui s'infiltrait à travers le plancher en bois. Michael plaça la sonde à divers endroits le long du mur qui bordait la pièce de rangement. Bip 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 bip. Alexandra lut les données affichées. Le niveau de formaldéhyde près du mur est 12 fois plus élevé que la normale. C'est grave. Sarah, qui était également présente ce matin-là, dit doucement, il y a clairement une fuite toxique. La question est d'où ? Amelia prit la parole. Nous n'avons toujours pas pu entrer dans la pièce d'un accent grave côté. Monsieur Donald a dit qu'il avait perdu la clé. Michael fronça les sourcils. La cloison est en vieux bois. Si quelque chose se décompose dans cette pièce de stockage depuis longtemps, il est tout à fait possible que des composés toxiques s'infiltrent à travers les fissures. Henri se mordit la lèvre, puis dit fermement. Nous devons entrer là-dedans. Nous ne pouvons plus attendre Donald. Alexandra hocha la tête. Nous pouvons proposer un mandat des autorités locales, citant un risque pour la santé publique. Sarah ajouta rapidement. Je vais commencer les démarches tout de suite, mais cela pourrait prendre quelques heures pour obtenir l'ordonnance. Michael s'approcha du mur et renifla les fissures. Il y a une odeur de matière organique en décomposition depuis longtemps. Ce n'est pas seulement de la poussière. Henri murmura à Amelia. Tu te souviens quand nous avons emménagé ? J'ai senti quelque chose comme ça aussi. Mais je pensais que c'était du bois pourri. Je pensais que c'était juste une vieille pièce. Qui savait ? Pendant qu'il parlait, le son d'une clé tournant résonna d'en bas. Tout le monde se figea et regarda vers l'escalier. C'était Donald. Il avait le même aspect, manteau gris délavé, fedora noire, yeux creusés comme des abîmes sombres. Vous avez appelé les autorités chez moi, dit-il, sa voix sèche. Henri s'avança, essayant de rester calme. Mon fils est empoisonné par une fuite de gaz. Nous voulons juste nous assurer qu'il n'y a rien de dangereux venant de cette pièce. Donald regarda les visages inconnus. Personne n'a touché cette pièce depuis 20 ans. Qui a-t-il à voir ? Sarah s'avança, polie mais ferme. Nous devons l'inspecter. Si vous ne l'ouvrez pas, les autorités le feront. Donald ne dit rien, puis se retourna brusquement et descendit les escaliers. Tout le monde échangea des regards tendus. Une minute plus tard, il revint tenant un lourd trousseau de vieilles clés. « Je ne serai pas responsable si vous cassez quoi que ce soit, » marmonna-t-il, jetant les clés sur le sol avant de s'éloigner froidement. Henri se pencha pour les ramasser, ses mains tremblantes. « Allons-y. » La porte à côté du lit de Jacques était fanée et écaillée. Amelia déglutit difficilement tandis qu'Henri insérait la clé. Clic. La porte s'ouvrit en grinçant et une vague d'air froid s'échappa. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, couvert de poussière. Alexandra alluma une lampe de poche, balayant le faisceau dans l'espace qui ressemblait à une tombe. De vieux tissus drapés sur des meubles cassés, des chaises, des tables, des coffres en bois,
le tout abandonné depuis des décennies. Oh mon Dieu! Amelia se couvrit le nez et recula. Cette odeur. Michael mit un masque et entra. L'air est épais, peut-être plein de toxines accumulées. Sarah désigna. Regardez-la. Au centre de la pièce, quelque chose de grand gisait sur le sol, couvert d'une lourde bâche. Henri s'approcha lentement et agrippa le bord, le soulevant doucement. Tout le monde retint son souffle. C'était une vieille chaise en bois, et dessus, une forme humaine ravagée par le temps. Le corps était recroquevillé, décomposé, la tête penchée sur le côté, les poignets liés avec une corde effilochée et pourrie. Le plus troublant, la bouche était scellée avec du ciment durci comme si quelqu'un l'avait délibérément plâtré. Amelia cria, couvrant sa bouche et trébuchant en arrière. Jésus! Alexandra recula vers la porte, serrant fermement sa lampe de poche. Michael sortit rapidement son téléphone et prit des photos, puis se tourna vers Sarah. Nous devons appeler la police immédiatement. C'est probablement une victime de meurtre. Henri resta figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Quelqu'un a été enfermé ici pendant toutes ces années. Sarah murmura, personne n'aurait pu imaginer cela. Alexandra remarqua autre chose. Regardez le mur derrière la chaise. Il y a une fissure. C'est peut-être par là que le gaz toxique s'est échappé dans la chambre de Jacques. Michael prit immédiatement une lecture. Confirmé. C'est le point de concentration le plus élevé de formaldéhyde. Henri trembla et se tourna vers sa femme. Nous avons vécu à côté d'une tombe pendant des mois. Amelia enfouit son visage et fondit en larmes. La police arriva en 20 minutes. L'équipe était dirigée par l'inspecteur James Carter, un homme d'une quarantaine d'années, sévère et efficace. Il examina la scène et ordonna immédiatement de sceller tout le deuxième étage. C'est une enquête pour homicide. Cela a probablement eu lieu il y a longtemps, déclara-t-il. Une autre officier, Carmen Owens, photographia rapidement la scène et recueillit des échantillons d'air et de matériaux. Sarah l'approcha. Je suis le médecin qui traite Jacques. Je crois que ce corps est lié à son état. Carmen hocha la tête solennellement. Nous allons effectuer une autopsie et envoyer des échantillons au laboratoire médico-légal de San Francisco. Merci de ne pas avoir abandonné le garçon. L'inspecteur James regarda le cadavre recroquevillé sur la chaise, les yeux lourds. C'est difficile à croire. Toute une communauté a vécu à côté de ce crime pendant 2 décennies. Henri resta immobile comme une statue, puis murmura soudain, si Monsieur Donald, s'il était celui qui a enfermé quelqu'un dans cette pièce, comment a-t-il pu continuer à vivre si calmement? James répondit sèchement, il y a des démons qui portent une peau humaine et marchent parmi nous. Cet après-midi-là, la maison était inhabituellement bondée. Officiers de police, techniciens légistes, fonctionnaires de la santé publique, tous portaient des masques et se déplaçaient en silence dans une atmosphère lourde. La famille d'Henri a été priée de quitter temporairement le 2e étage et de rester éloignée de la pièce avec le cadavre, désormais scellé pour l'enquête. Dans le salon, Amelia tenait Jacques serré dans ses bras. Le garçon restait silencieux, les yeux lointains comme s'il était dans un autre monde. Henri se tenait près de la fenêtre, sa main tremblant légèrement alors qu'il allumait une cigarette. Il n'avait pas fumé depuis des années. « Penses-tu qu'il l'a vraiment tué ?» demanda Amelia à voix basse, craignant que leur fils n'entende. Henri tira une longue bouffée, exhalant une épaisse fumée blanche. « Il n'y a aucun doute. As-tu vu son visage ce matin ? Complètement impassible comme si rien ne s'était passé. » La porte d'entrée s'ouvrit. L'inspecteur James entra avec une femme grande et mince, vêtue d'un manteau gris et aux cheveux bruns. Voici l'enquêteur légiste Laura Martin du laboratoire criminel de San Francisco, présenta James. Elle nous aidera à analyser la scène. Henri serra la main de Laura. S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre ce qui s'est réellement passé. Laura hocha légèrement la tête, son regard se posant sur Jacques. J'ai examiné les photos de la scène. Ce à quoi nous sommes confrontés pourrait être très grave. James ajouta, nous avons également contacté les autorités locales pour enquêter sur les antécédents de Donald. Il semble que son passé ne soit pas aussi propre que les gens le croyaient. Henri fronça les sourcils. Il a vécu ici pendant au moins 30 ans. Même quand nous avons emménagé, il était déjà calme et renfermé. Amelia intervint. Il n'a jamais été amical. Quand je l'ai invité à dîner, il m'a juste regardé et a dit « Je ne mange pas avec des étrangers ».
Puis il a claqué la porte. La vieille voisine, Miss Rose, m'a dit un jour qu'il avait une femme, mais qu'elle était partie il y a longtemps, marmonna Henry. Laura demanda immédiatement, Rose, avez-vous une adresse? Amelia répondit rapidement. Elle habite en bas de la colline, la maison avec les vignes rouges. Je vous y emmènerai. James hocha la tête. Nous devons parler avec le plus de voisins possible. Pendant ce temps, je ferai venir Donald pour l'interroger. 2 heures plus tard, au département de police de Springfield, Donald était assis dans la salle d'interrogatoire, les bras croisés sur sa poitrine, le visage inexpressif. Devant lui se trouvaient James et Laura, avec l'officier Clark prenant des notes. Monsieur Donald, commença James, nous avons trouvé le corps d'une femme dans la pièce de rangement que vous avez gardée fermée pendant près de 20 ans. Avez-vous quelque chose à dire? Donald cligna lentement des yeux. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas été dans cette pièce depuis des années. C'est juste une pièce de rangement. Laura prit la parole. Le corps était ligoté. Sa bouche était scellée avec du ciment. Suggérez-vous que ces objets se sont attachés et scellés eux-mêmes? Donald fronça légèrement les sourcils. Je ne sais rien. Quelqu'un aurait pu entrer par effraction. James se pencha en arrière, la voix glaciale. Cette porte était verrouillée avec votre clé. Personne d'autre n'y avait accès. Vous n'avez jamais signalé d'effraction. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. Pensez-vous vraiment que cette explication tient la route? Donald ne dit rien. Laura posa une photo restaurée sur la table. On y voyait une jeune femme aux yeux tristes et aux longs cheveux foncés debout à côté d'un Donald plus jeune. C'est Mary Walker. Exact. Votre femme disparue. Donald jeta un coup d'œil à la photo puis détourna le regard. Elle m'a quitté, elle est partie avec un autre homme. Non, répondit James. Selon les rapports de 2006, la famille de Mary l'a cherchée à plusieurs reprises. Mais vous avez toujours dit qu'elle était partie sans laisser de traces, sans mots, sans bagages, sans appeler chez elle, ajouta Laura. Et maintenant son corps est retrouvé chez vous, ligoté, bâillonnée et morte par asphyxie. Donald respira lourdement, ses bras se resserrant. Je ne veux pas en parler. James tapota légèrement la table. Vous avez vécu avec un cadavre pendant 19 ans sans être détecté. Cet enfant, Jack, a failli mourir d'une exposition toxique provenant de cette pièce. Donald leva les yeux, le regard brouillé. Je ne savais pas ça. Je ne voulais pas faire de mal au garçon. La voix de Laura devint froide. Mais vous avez fait du mal à votre femme et maintenant vous allez payer. Pendant ce temps, chez Rose. Je me souviens très clairement de Marie, dit Rose alors que Laura et Amelia étaient assises avec elle. Elle était si douce, elle souriait et hochait toujours la tête quand elle passait devant le marché. J'ai entendu une terrible dispute entre eux en 2005. Marie a-t-elle jamais dit qu'elle voulait partir, demanda Laura. Rose secoua la tête. Bien au contraire. Elle avait peur de Donald. Une fois, elle m'a dit, si je disparaissais un jour, ne croyez pas que je suis partie de mon plein gré. Laura fronça les sourcils. Avez-vous dit ça à la police à l'époque? Rose baissa les yeux. J'avais peur. Donald avait des amis en ville. Il regardait toujours les gens comme s'ils étaient des insectes. Tellement froid. Laura sortit son téléphone et envoya un message au quartier général. Merci, Miss Rose. Ce que vous avez partagé pourrait être la pièce manquante. Cette nuit-là, Henry s'assit à côté du lit de Jack. Le garçon dormait profondément. La douce lueur jaune de la lampe de chevet éclairait son visage, qui semblait moins pâle qu'avant. Amelia entra et s'assit à côté d'eux. Il dort plus profondément maintenant. Plus de grattements. Je pense que le gaz a cessé de fuir. Henry lui serra doucement la main. Nous avons vécu à côté du mal tout ce temps et nous ne le savions même pas. Amelia hocha la tête, les yeux embués. S'il n'y avait pas eu le docteur Sarah ou Laura. Henry murmura, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un cachant le cadavre de sa femme pendant près de 20 ans. Cet homme, il n'est plus humain. Dehors, le vent nocturne hurlait à travers les pins comme des chuchotements qui ne s'étaient toujours pas estompés. L'inspecteur James Carter se tenait immobile devant la porte en bois ouverte de la pièce qui était restée verrouillée pendant 19 ans.
Une faible lumière provenant de l'ampoule au plafond scintillait sur l'espace moisi où les restes de Mary Walker reposaient tranquillement comme un fantôme qui n'était jamais parti. Laura Martin s'approcha lentement du corps, son visage en grande partie couvert par un masque, bien que ses yeux trahissent son horreur. Le corps ne montre pas tous les signes d'une décomposition naturelle, dit-elle doucement. La température ambiante stable et les conditions hermétiques ont probablement ralenti la décomposition. Michael Thompson du service de santé publique s'avança, rapprochant son appareil de mesure de la qualité de l'air de la fissure dans le mur. Les chiffres montèrent en flèche. Alerte rouge, formaldéhyde à des niveaux dangereux. C'est ce qui a causé les éruptions cutanées, la fièvre, l'insomnie et la perte de poids de Jack, déclara le docteur Sarah Jacobs. Alors qu'elle vérifiait les lectures, elle secoua la tête. Si cela avait duré quelques semaines de plus, il aurait pu subir des dommages neurologiques permanents. James hocha lentement la tête et se tourna vers le photographe de la scène de crime. Prenez chaque angle, surtout les ligatures et la bouche cimentée. Nous comparerons les échantillons avec les matériaux trouvés dans la remise de Donald. Laura jeta un coup d'œil vers le coin de la pièce où se trouvait un coffre en bois décomposé. Elle s'agenouilla et ouvrit le couvercle, l'odeur humide montant brusquement. À l'intérieur se trouvaient de vieux chiffons, des livres à moitié mangés et une petite boîte en bois peinte en noir. Henry, appela-t-elle. Pouvez-vous mettre des gants et ouvrir ça? Henry, qui aidait les officiers à l'extérieur, se précipita, enfila des gants médicaux et ouvrit doucement la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres froissées et plusieurs carnets, tous étroitement liés avec du tissu. Laura en ouvrit un. Un journal, murmura-t-elle. Plus tard ce soir-là, au département de police de Springfield, Laura et James étaient assis dans la salle d'interrogatoire. Sur la table, des pages imprimées du journal retrouvé, écrites d'une main tremblante, certaines pages encore tachées d'anciennes larmes. 2 mars 2006. Donald a verrouillé ma chambre de l'extérieur. Il a dit, je n'ai pas le droit de sortir sans permission. J'ai peur. Je ne peux appeler personne. 10 mars 2006. J'ai essayé de crier, mais il m'a bâillonné avec un chiffon humide. J'ai étouffé. Ma gorge brûlait. Il a dit, si tu ne te tais pas, je m'assurerai que tu seras silencieuse pour toujours. 15 mars 2006. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom dehors. C'était peut-être Rose, mais je ne pouvais pas répondre. Ma bouche. Il l'a scellée avec du ciment humide. Il l'a vraiment fait. Je ne peux pas respirer. Laura posa la transcription, les yeux sombres. Elle a été torturée mentalement pendant des jours avant de mourir. James serra les poings. Chaque ligne ressemble à un cri d'aide d'outre-tombe. Un officier entra, tendant un rapport à James. L'analyse du ciment et des cordes est terminée. Le ciment utilisé pour sceller sa bouche correspond au lot trouvé dans la remise de Donald. La corde est du même type. Laura dit doucement, nous en avons assez pour poursuivre. Cette nuit-là, alors que James travaillait avec le bureau du procureur de district pour déposer un mandat d'arrêt à son domicile, Amelia était assise près du lit de Jack, le calmant alors qu'il s'agitait. Cette femme était-elle un fantôme, maman? Demanda Jack doucement. Amelia lui caressa doucement les cheveux. Non, mon chéri. C'était une personne comme maman. Mais quelque chose de grave lui est arrivé. Jack murmura, je pense qu'elle voulait que je l'entende. Entendre quoi? La nuit, avant, j'entendais toujours des soupirs, doux comme quelqu'un de vraiment triste. Amelia lui serra plus fort la main. C'est fini maintenant. Tu n'es plus près de cette pièce. Demain, le docteur te déplacera dans un endroit plus sûr. Henry entra, la voix résolue. Nous ne retournerons jamais dans cette maison. Le lendemain matin, Monsieur Donald fut présenté devant un juge intérimaire à Springfield pour son audience préliminaire. Devant le palais de justice, reporters et journalistes s'étaient déjà rassemblés. Un journaliste de NBC tenta de s'approcher. Monsieur Donald, avez-vous des commentaires sur le corps retrouvé chez vous? Donald ne répondit pas. Il marchait calmement, étrangement calme, comme s'il n'avait rien à cacher. Ses mains étaient menottées derrière le dos, mais sa tête restait haute. À l'intérieur de la salle d'audience, son avocat, un homme mince à l'air fatigué, se pencha vers James et murmura, « Je ne pense pas qu'il ait l'intention de coopérer. Même moi, je ne peux pas dire ce qui se passe dans son esprit. » James hocha la tête. C'est parce qu'il ne ressent aucune culpabilité.
Les gens comme lui. Ils pensent que leurs victimes l'ont mérité. Donald parla soudain, la voix basse et délibérée. Elle m'a trahi. Elle voulait partir. Briser la famille. Je lui ai juste appris ce que l'ordre signifiait. Laura le regarda froidement, en scellant la bouche d'une personne jusqu'à ce qu'elle meure. Donald ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux et pencha la tête en arrière comme s'il dérivait dans un rêve tordu qu'il croyait encore juste. À Springfield, la nouvelle se répandit rapidement dans la petite ville. Les épiceries, les cafés, les écoles, partout, les gens parlaient. Quelqu'un a été assassiné et personne ne l'a su pendant près de 20 ans. Je le voyais promener son chien tous les matins. Qui aurait cru? Miss Rose a dit qu'elle avait entendu des cris, mais personne ne l'a cru. Devant la vieille maison qui fut autrefois la maison familiale d'Henry, une bande de police scellait désormais la propriété avec des panneaux d'avertissement. Zone d'enquête, ne pas entrer. Sarah Jacobs revint pour une dernière série de prélèvements d'échantillons avant de remettre officiellement la scène à la police et aux tribunaux. Henry la raccompagna à la porte, les yeux pleins de gratitude. « Grâce à vous, mon fils est encore en vie. » Sarah eut un léger sourire. « Non, c'est votre fils qui a sauvé toute cette ville. » Si Jacques n'avait pas réagi aux toxines, ce corps n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Pendant ce temps, Laura retourna au siège de la police de San Francisco. Elle s'arrêta devant les archives des affaires classées où des milliers de dossiers non résolus étaient stockés. Elle replaça le dossier Mary Walker sur l'étagère et le marqua en rouge. La vérité derrière le mur de bois révélée. Puis elle murmura quelque chose, des mots que James citerait plus tard dans une interview télévisée, « Les morts ne restent silencieux que lorsque nous cessons d'écouter. » Au département médico-légal de l'hôpital général de San Francisco, le médecin légiste en chef, le Dr Edward Griffin, fixait un écran d'ordinateur affichant les résultats des tests ADN. En face de lui était assise Laura Martin, l'enquêtrice principale de Springfield, serrant une tasse de café maintenant froide. Edward se tourna vers elle, la voix grave. « Nous avons comparé l'ADN des dents du corps avec les dossiers archivés de Mary Walker. C'est une correspondance parfaite. » Laura resta figée un instant. Elle avait eu de forts soupçons, mais entendre la confirmation la frappa encore comme un seau de glace. Alors, c'est vraiment Mary. Disparue depuis 2006, murmura-t-elle. Edward hocha la tête. L'heure estimée du décès se situe entre mars et début avril de cette année-là. Cause, asphyxie mécanique, pas de signe de résistance, pas d'os cassé, pas de lutte. Laura inclina la tête, la voix s'aiguisant, parce qu'elle était ligotée. Parce que sa bouche était scellée avec du ciment. Edward soupira. Elle est morte en silence. Personne ne le savait. Personne n'a entendu. Laura leva les yeux, la foudre dans le regard. Et Donald a mené une vie normale pendant près de 2 décennies, distribuant le courrier, achetant du pain, saluant les voisins, pendant que le cadavre de sa femme était ligoté derrière le mur. Au même moment, au département de police de Springfield, James Carter appela la sœur de la victime, Agnès Walker, qui vivait maintenant à Eugene. Sa voix était douce, mais lourde d'émotion. « Madame Agnès, je suis désolé de vous informer par téléphone, mais nous avons confirmé que le corps retrouvé chez Monsieur Donald est bien celui de votre sœur, Mary. » Il y eut un long silence à l'autre bout, puis un flot de sanglots. « Non, non, ce n'est pas possible. 19 ans, je l'ai cherché partout. » James parla lentement. Nous savons que votre famille a déposé plusieurs rapports de disparition, mais à l'époque, l'affaire a été classée parce que Donald affirmait qu'elle était partie volontairement. Nous n'avons jamais cru ça. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuves. On nous a ignorés. La police à l'époque, ils ne voulaient pas écouter. Nous rouvrons l'affaire entière. Et cette fois, Mary ne sera plus réduite au silence une seconde de plus. Cet après-midi-là, Agnès prit le premier bus d'Eugene à Springfield. À son arrivée, elle fut accueillie par Laura et James dans une salle de conférence privée. Agnès posa d'une main tremblante une vieille photo sur la table. Mary souriait vivement sur une plage à Santa Cruz, en 2005. Elle aimait l'océan. Elle ne méritait pas de mourir comme ça. Laura posa doucement sa main sur la photo. Nous ne laisserons pas la mort de Mary être oubliée. Agnès serra la mâchoire. Donald la battait. Je savais, mais elle continuait de le cacher. Elle m'a dit. Il peut être gentil parfois. Quelle blague.
Les agresseurs ont toujours deux visages. James intervint. Vous avez déposé des rapports de police en 2006, n'est-ce pas? 3 fois, dit Agnès fermement. D'abord, quand Marie a cessé de répondre au téléphone. Puis après que je sois allé chez eux et que Donald ait dit qu'elle était partie. Troisièmement, quand j'ai déposé un rapport officiel, mais ils l'ont juste noté et classé. Laura prit une profonde inspiration. Nous trouverons un moyen de tenir responsables ceux qui ont ignoré ou couvert cette affaire. Que ce soit par négligence ou par complicité, cela a aidé un tueur à se cacher. Agnès hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Merci. Merci à vous deux. À l'école de Jacques, l'institutrice Béatrice Moore était en réunion d'urgence avec le directeur suite à la couverture médiatique nationale. Nous devons offrir un soutien à la famille du garçon, a déclaré le directeur Peter Benson. Jacques est un élève brillant et gentil. Nous ne pouvons pas le laisser être stigmatisé. Béatrice hocha la tête. Je suggère que nous désignions un psychologue scolaire pour travailler avec lui individuellement. Vivre à côté d'un cadavre aussi longtemps, cela peut laisser un traumatisme durable. Et nous enverrons une lettre à tous les parents leur demandant de respecter l'intimité de la famille. Ce soir-là, Jacques était allongé dans son nouveau lit à l'hôpital de San Francisco, ayant été transféré de la maison toxique. Amelia était assise à côté de lui caressant doucement les cheveux. « Maman, est-ce que son nom était vraiment Marie ?» demanda-t-il. « Oui, Marie. » C'était l'épouse de Monsieur Donald. Jacques regarda le plafond, les yeux lointains. « Alors, pourquoi m'a-t-elle chuchoté ?» Amelia tressaillit. « Que as-tu dit, mon chéri ?» « Une nuit, je l'ai entendu dire, « Quelqu'un, s'il vous plaît, trouvez-moi. Je suis ici. » Je ne peux pas crier. Je pensais que je rêvais, mais la voix était si claire, maman. Amelia le serra fort, incapable de répondre, sa main serrée, tremblant d'un mélange d'émotion et de peur. Le lendemain matin, une conférence de presse officielle a été tenue au quartier général de la police provinciale. Des médias de tout le pays s'étaient rassemblés, caméras et microphones braqués sur le podium. L'inspecteur James Carter s'avança, la voix solennelle, et lut la déclaration. Nous confirmons que le corps retrouvé dans la maison de Springfield appartient à Madame Mary Walker, disparue depuis 2006. Elle a été assassinée et cachée pendant 19 ans par son ancien mari, Monsieur Donald Lawson. Un murmure parcourut la salle. Nous reconnaissons également que le dossier de personnes disparues de la victime a été classé prématurément et de manière inadéquate. En raison de cette négligence, Marie n'a jamais été sauvée. Laura s'approcha du microphone. Mais c'est la réaction inhabituelle du jeune Jacques, la victime indirecte, qui a mis la vérité en lumière. Nous remercions sa famille, le docteur Sarah Jacobs et les témoins qui n'ont jamais abandonné. Un journaliste a crié « Monsieur Donald a-t-il avoué le crime ?» James a répondu « Non, mais les preuves matérielles, les entrées de journal, les déclarations de témoins et l'analyse médico-légale ne laissent aucun doute. Il sera poursuivi pour meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavre et mise en danger d'un mineur. » Laura a conclu. Certaines victimes ne peuvent plus parler, mais si nous écoutons attentivement, elles crient encore à travers les fissures du mur, à travers les rêves, à travers un enfant qui se gratte dans le noir. La cellule de détention du centre de détention de Springfield avait gagné le surnom d'El Silencio, le silence. Non pas parce qu'il y régnait un silence total, mais parce que personne ne parlait à ceux qui avaient commis l'impardonnable. Donald Lawson était assis seul dans la pièce froide, une lumière tamisée projetant des ombres sur son visage ridé. Ses yeux creux ne trahissaient aucune émotion. Devant lui était assis l'avocat de la défense commis d'office Vincent Adams, un homme expérimenté d'une 50aine d'années qui semblait déjà épuisé par la représentation d'un client aussi impudique. « Vous ne voulez pas plaider pour la clémence. Vous ne coopérerez pas en échange d'une peine réduite ?» demanda Vincent doucement. Donald répondit d'un ton calme comme s'il discutait de course. « Je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste fait taire. » L'avocat fronça les sourcils, en scellant sa bouche avec du ciment. Elle n'arrêtait pas de se plaindre, de pleurer, d'appeler sa mère. Je lui ai dit, « Tais-toi. N'attire pas l'attention. » Mais elle n'écoutait pas. Vincent fit une pause, puis se pencha en avant sévèrement. Vous avez enfermé votre femme dans une pièce sans fenêtre, l'avez ligotée, ne lui avez pas donné de nourriture ni d'eau potable. Ne considérez-vous pas cela comme de la torture ? Donald hocha légèrement la tête.
Si elle avait appris à se taire, elle aurait vécu plus longtemps. De retour au bureau de police, Laura relisait le journal de Marie une fois de plus, les dernières pages écrites d'une main tremblante, chaque mot imprégné de peur et d'isolement. J'écris ceci à la main parce que je n'ai pas le droit de toucher un téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Si quelqu'un trouve ces mots, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Je ne mérite pas de mourir à cet endroit. Je veux juste vivre. Laura se mordit la lèvre. Elle leva les yeux vers James, qui scellait soigneusement le dossier. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi froid et pourtant capable de vivre comme si rien ne s'était passé pendant toutes ces années, dit-elle, la voix brisée. James, les yeux toujours fixés sur l'écran, répondit, le pire mal n'est pas commis dans un moment de folie. Il est fait par quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir et a quand même choisi d'agir. Laura hocha la tête, mordillant le bout de son stylo, puis murmura, quand la bouche de Marie a été scellée avec du ciment, pensez-vous qu'elle pouvait encore respirer? Pendant combien de temps? James fit une pause de plusieurs secondes avant de répondre doucement. Cela dépend de la quantité utilisée. Mais si c'était encore humide, elle serait morte lentement. Probablement en 20 minutes, assez longtemps pour qu'elle réalise que personne ne viendrait la sauver. Laura baissa la tête, les larmes coulant de manière incontrôlable. Dans une école primaire de San Francisco, Jack était assis avec la psychologue scolaire Lucy Morgan. « À quoi as-tu rêvé ces derniers temps » demanda Lucy doucement. Jack baissa les yeux vers la table, griffonnant un dessin d'une femme aux longs cheveux debout près d'une fenêtre. Elle ne parle plus, mais elle sourit doucement. Elle ne souffre plus, dit-il, sans lever les yeux. Lucy sourit et toucha légèrement la main de Jack. C'est bien. Cela signifie qu'elle a été entendue. Jack leva les yeux pour la première fois de la séance, ses yeux brillants. Pensez-vous que les morts peuvent reposer si les vivants connaissent la vérité? Lucy hocha lentement la tête. Je crois qu'ils le peuvent. Ce soir-là, dans un parc près du logement temporaire de la famille, Henry et Amelia étaient assis sur un banc, regardant leur fils jouer avec quelques nouveaux camarades de classe. Le garçon courait et riait, sa voix comme le printemps au milieu de l'hiver. Henry versa du thé chaud d'une thermos et le tendit à sa femme. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela s'est passé juste de l'autre côté du mur. Amelia l'accepta, ses mains froides tremblantes. Si Jack n'était pas tombé malade, ce corps serait peut-être encore là. Et cet homme, toujours en train d'acheter le pain du dimanche. Henry regarda son fils, puis se tourna vers elle. Je voulais lui apprendre à être fort, à être un homme. Mais il m'a appris à écouter, à croire ce que les adultes ignorent toujours. Amelia sourit, les larmes aux yeux. Jack n'a jamais vu Marie, n'a jamais entendu son histoire, mais il a quand même ressenti sa douleur. Peut-être y a-t-il des connexions que la science ne peut pas expliquer. 3 jours plus tard, l'audience préliminaire de Donald se tint au tribunal du comté de Lannes. Des journalistes se pressaient pour prendre des photos, des voitures de police, des avocats et des membres de la famille créaient l'atmosphère tendue d'un drame judiciaire. Agnès Walker, la sœur de la victime, fut invitée à prendre la parole. Vêtue de noir et tenant une photo de Marie, sa voix tremblait, mais resta ferme. « Je ne suis pas ici pour mendier. Je suis ici pour restaurer la dignité de ma sœur. Elle était bonne. Elle était gentille. Elle n'a jamais fait de mal à personne. » Elle se tourna vers Donald, maintenant assis froidement derrière le banc des accusés. « Vous l'avez tué par le silence en l'enfermant dans une pièce où personne ne pouvait l'entendre crier. Mais vous ne pouvez pas tuer la vérité pour toujours. Vous ne pouvez pas tuer cette douleur pour toujours. » La salle d'audience se tut. Puis le marteau du juge frappa, mettant fin à l'audience. Plus tard ce jour-là, Laura et James se tenaient dans le couloir du tribunal, regardant les journalistes ranger leurs affaires, les caméras s'éteindre, les projecteurs s'éteindre. « Nous l'avons fait, » dit Laura, serrant fermement le dossier. James hocha la tête. Pas seulement pour Marie, mais pour toutes les personnes jamais réduites au silence par un mur. Laura regarda l'horizon. Un faible rayon de soleil perça les nuages gris. La justice ne peut pas changer le passé, mais au moins elle peut empêcher qu'un autre corps ne soit enterré dans le silence. Au cimetière de Springfield, une nouvelle tombe avait été placée pour Mary Walker. La pierre tombale portait simplement l'inscription « Mary Walker, 1974 à 2006 ». Enfin, tu as été entendu. Agnès déposa une fleur blanche sur la tombe, ses larmes tombant doucement. Amelia, Henry et Jacques se tenaient derrière elle, silencieux.
Jacques s'avança et murmura, « Mademoiselle Marie, j'ai raconté votre histoire. M'avez-vous entendu ?» Une douce brise passa. Une seule feuille jaune tomba à côté de la pierre tombale. Henri posa sa main sur l'épaule de son fils. « Nous l'avons tirée des ténèbres et elle nous a sortis de cette maison du mal. » Heureusement, les médecins étaient intervenus à temps. Peu après que la maison ait été scellée par la police, Jacques a été transféré dans un hôpital universitaire de San Francisco pour observation et soins spécialisés. Le docteur Sarah Jacobs a personnellement envoyé tous les dossiers médicaux et les résultats de laboratoire à l'équipe de l'hôpital Saint-Marie, qui abrite l'un des meilleurs départements d'immunologie et de toxicologie des États-Unis. Dans une chambre d'hôpital au 5e étage, Amelia était assise à côté de son fils. Jacques dormait profondément, sa respiration était régulière, la couleur revenait sur ses joues. Sarah entra avec un dossier fraîchement imprimé. « Madame Amelia, dit-elle doucement. Nous avons terminé nos consultations. Jacques présente des signes d'inflammation systémique légère, mais aucun dommage neurologique évident. Avec le traitement actuel, il se rétablira complètement. » Amelia lui serra la main, la voix étranglée. « Il va vraiment bien. C'est un petit guerrier. » Sarah sourit. Si nous avions attendu un mois de plus, son système nerveux aurait pu être endommagé de façon permanente. Henri se tenait derrière elle, la main sur l'épaule de sa femme, la voix tremblante. « Nous ne savons pas comment vous remercier. » Sarah secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que ma conscience exigeait. Mais je crois vraiment que c'est Jacques qui a sauvé Marie. » 3 jours plus tard, l'avocate de la famille Walker, Martha Fleming, déposa officiellement une pétition pour rouvrir le dossier de 2006 et demanda une enquête criminelle sur ceux qui avaient ignoré le rapport original de disparition. Au bureau du procureur du district de Lannes, des journalistes se pressaient. Madame Fleming demanda l'un d'eux, « Est-il vrai que cette affaire a été classée prématurément en raison de liens personnels entre Monsieur Donald et un ancien enquêteur ?» « Nous avons demandé une enquête officielle, » répondit Martha. « S'il y a eu dissimulation, toutes les parties impliquées seront tenues responsables. La voix de Mary Walker a été volée. Nous ne laisserons personne d'autre être réduit au silence. » Un autre journaliste demanda, « Comment va le jeune Jacques ?» Martha sourit. « Je viens de recevoir d'excellentes nouvelles. Il se rétablit bien à San Francisco. Courageux et perspicace, il a été la clé pour débloquer une affaire enfouie depuis 19 ans. À l'hôpital, Jacques travaillait avec un art-thérapeute. Il coloriait soigneusement une porte bleue grande ouverte, d'où jaillissait une lumière dorée. « Qu'est-ce que cette porte ?» demanda le thérapeute avec un sourire. « Une sortie pour Mademoiselle Marie », répondit Jacques. « Je pense qu'elle était là depuis longtemps, et maintenant elle est enfin dehors. » Henri resta immobile et silencieux dans le couloir en entendant les mots de son fils. Il se tourna vers Amelia et murmura, « Notre garçon comprend plus que n'importe quel adulte qui ait jamais vécu près de Donald. » Pendant ce temps, au bureau d'enquête de données de San Francisco, Laura et son équipe examinaient des cas de personnes disparues de 2000 à 2010. L'écran affichait des centaines de noms, d'images et de dates de dernière observation. James roula sa chaise plus près. « Pensez-vous qu'il puisse être lié à une autre affaire ?»« Impossible d'exclure, » répondit Laura. « Quiconque a pu cacher le cadavre de sa femme pendant près de 2 décennies aurait pu faire pire. » James fronça les sourcils. Il a vécu trop longtemps dans le silence, et les gens étaient bien trop disposés à le croire. Laura désigna un nom à l'écran. Ici, une femme nommée Anna Parsons a disparu en 2003. Également de Springfield. Aucune trace, aucun contact avec la famille depuis sa dernière apparition près du marché local. James parcourut le dossier. Son mari était un suspect à l'époque, mais il n'avait pas assez de preuves. Mais regardez ceci. Lui et Anna ont loué une chambre une fois dans la maison de Donald. Laura serra sa prise sur la souris. Nous avons besoin d'un mandat pour fouiller toute la propriété. Il pourrait y avoir plus d'un secret enterré là-bas. Au terrain de jeu de l'hôpital, Jacques construisait avec des blocs de bois aux côtés d'un garçon nommé Diego, son premier grand sourire depuis qu'il avait quitté l'ancienne maison. « Tu veux voir mademoiselle Laura ?» demanda Amelia. Jacques leva les yeux et hocha la tête. Cet après-midi-là, Laura arriva. Jacques était assis en face d'elle dans une pièce calme. Entre eux se trouvait le dessin de la porte de lumière. « Vous savez, » dit Jacques doucement. « Je rêvais d'une pièce sans fenêtre. Juste le son de quelqu'un qui soupirait. » Laura hocha la tête.
Je crois que c'était Marie qui essayait de te parler. Et tu l'as aidée à être entendue. Jacques la regarda dans les yeux. Alors qui va aider les autres comme elle? Laura sourit, lui prenant la main. Toi et moi, si tu veux être l'assistant honoraire du département de police de San Francisco. Jacques rit pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté l'ancienne maison. Au centre de détention, Donald Lawson reçut son acte d'accusation officiel du tribunal de première instance du comté de Lane. Chef d'accusation, meurtre au premier degré, dissimulation de corps, destruction de preuves, mise en danger d'un mineur. Peine, emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. L'avocat Vincent claqua le dossier sur la table. Je ne vous défends plus. Vous ne ressentez aucun remords. Tout ce que vous connaissez, c'est le silence. Et maintenant, vous mourrez dans ce même silence. Donald ne dit rien. Il fixa simplement le mur blanc devant lui, comme s'il entendait encore la voix de Marie résonner à travers les veines du bois. Sur la tombe nouvellement placée de Mary Walker, sa famille et ses amis se sont réunis pour une cérémonie commémorative organisée par les autorités. Des journalistes, des animateurs de radio et presque tous les habitants de Springfield étaient présents. Agnès Walker, la sœur inébranlable de Marie, s'est levée pour prendre la parole. Ma sœur rêvait de devenir enseignante. Elle aimait les enfants, aimait les marguerites et croyait au bonheur simple. Elle n'a jamais pu réaliser ce rêve. Mais grâce à un enfant courageux, sa voix a repris vie. La foule s'est tue. Amelia a pleuré. Henri a serré leur fils dans ses bras. Je ne me souviens pas clairement de son visage, a murmuré Jacques. Mais je sais qu'elle ne souffre plus. Agnès s'est agenouillée et a serré le garçon dans ses bras, la voix tremblante. Merci d'avoir entendu ce que nous, adultes, aurions dû écouter il y a longtemps. Le soleil printanier inondait le terrain de l'hôpital Sainte-Marie. Jacques avait été transféré dans une chambre de récupération générale, n'ayant plus besoin d'assistance respiratoire. Sa peau avait retrouvé sa couleur et ses cheveux commençaient à repousser après des semaines d'épuisement, de perte de poids et de démangeaisons incessantes. Henri entra dans la pièce tenant un petit sac en papier. « Devine ce que j'ai apporté, taquina-t-il. » Jacques se redressa, les yeux écarquillés de joie. « Un hamburger de Sanchoès. C'est ça. Ton endroit préféré, mais un seul. » Le médecin a dit, pas de surcharge de nourriture grasse. Amélia rit, tendant une serviette à son fils. « Tu sais, le docteur Sarah a dit hier que tu récupérais plus vite que prévu. Parce que je veux retourner à l'école, rayonna Jacques. Je veux revoir Diego et mademoiselle Moore. Henri s'assit au bord du lit. Une fois que tu seras complètement rétabli, nous déménagerons à San Francisco, près de l'hôpital, dans une bonne école, et loin de cette vieille maison. Jacques resta silencieux un instant, puis demanda doucement, quelqu'un vit-il dans cette maison maintenant? Amélia jeta un coup d'œil à son mari, puis répondit, non. Elle est scellée par la police. Le gouvernement a décidé de la transformer en un centre d'éducation communautaire pour honorer Marie. Le garçon inclina la tête, clignant des yeux. Vraiment, maman? Personne ne sera plus jamais enfermé à l'intérieur. Henri serra doucement la main de son fils. Personne, mon fils. Plus jamais. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience 4 du tribunal pénal du comté de Lane, la condamnation publique de Donald Lawson fut diffusée en direct à l'échelle nationale. Des dizaines de journalistes, reporters, témoins et résidents de Springfield remplissaient la salle. Donald fut escorté, menotté, inexpressif. Sous le regard des lumières des caméras, il ne baissa pas la tête et ne montra aucun regret. La juge en chef Angela Mitchell lut la sentence avec une conviction d'acier. Après avoir examiné toutes les preuves, les témoignages de témoins, les journaux intimes des victimes et les rapports d'autopsie, ce tribunal condamne M. Donald Lawson à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Chef d'accusation, meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavres, torture psychologique, mise en danger d'un mineur et tromperie des autorités pendant 19 ans. La salle d'audience éclata. Certains pleurèrent, d'autres applaudirent. Agnès, la sœur de Marie, serra un mouchoir, les larmes coulant sur son visage. Enfin, ma sœur a parlé, murmura-t-elle. Devant le palais de justice, des journalistes se pressaient autour de l'avocate Martha Fleming. « Que pensez-vous de la réaction du défendeur » demanda l'un d'eux. Froide, sans émotion. Mais la sentence d'aujourd'hui ne le concerne pas.
Elle est pour Marie. Et pour tous ceux à qui on a dit un jour que ce n'était pas si grave quand leur voix a été ignorée. De retour à l'hôpital, Jacques était assis dans un fauteuil roulant, griffonnant tout en écoutant les nouvelles à la télévision murale. À l'écran, le présentateur rapportait « Le tribunal du comté de Lann a condamné Donald Lawson à la prison à vie ». L'affaire a déclenché une révision nationale de centaines de dossiers de personnes disparues non résolues. Amelia posa sa main sur son épaule. « Vois ce que tu as traversé a permis d'attirer l'attention sur tant d'autres. » Jacques se tourna et sourit. Mademoiselle Marie ne sera plus seule. Un mois plus tard, à Springfield, le gouvernement local a organisé une cérémonie spéciale devant la maison où le crime avait eu lieu. La pièce où Marie était détenue avait été démolie, repeinte et transformée en une petite bibliothèque nommée la salle de lecture des voix perdues. Une plaque de bronze à l'entrée portait l'inscription « À la mémoire de Marie Walker, 1974 à 2006 ». Réduite au silence dans la vie, entendue par le cœur d'un enfant. Henri se tenait aux côtés de Jacques et Amelia. La lumière dorée de l'après-midi les enveloppait comme une douce clôture à un cauchemar. Agnès Walker posa un vieux livre sur la table, le journal de Marie, maintenant copié, publié et distribué gratuitement dans les écoles du comté. « Voudrais-tu en lire » demanda Agnès, touchant doucement l'épaule de Jacques. Le garçon hocha la tête, feuilletant les pages. En juin, Laura Martin a été honorée du titre de défenseur de la justice de l'année par la Fondation Open Justice. Lors de son discours, elle a regardé directement le public où Amelia et Jacques étaient assis. Nous croyons souvent que la justice est quelque chose qui est rendu par un tribunal. Mais la vraie justice commence par quelqu'un qui veut écouter. Et parfois, ce quelqu'un n'a que 10 ans. Les applaudissements retentirent longtemps et chaleureusement. Le lendemain, Laura rendit visite à Jacques dans un parc de San Francisco où il jouait au football et courait avec d'autres enfants. « Tu te souviens de ta promesse » demanda Laura alors qu'ils étaient assis sur un banc. « Je serai un assistant honoraire pour la police de San Francisco », répondit Jacques rapidement. « Mais seulement si je suis autorisé à créer des règles spéciales pour les enfants. » Laura éclata de rire. « D'accord, monsieur l'assistant. Première chose à faire. Ne jamais ignorer un murmure, dit le garçon sérieusement. Même s'il vient de l'autre côté du mur. » Avant de quitter le parc, Laura donna à Jacques un petit cadeau, un carnet relié en cuir gaufré d'un hibou et les mots « La liberté commence par une histoire ». « Écris tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois, dit Laura. Un jour, tu seras celui qui racontera des histoires qui aideront les autres à trouver leur voie. » Jacques serra le carnet dans ses bras, souriant vivement. Dans un court essai soumis à son institutrice, Madame Béatrice Moore, au début de la nouvelle année scolaire, Jacques écrivit « Je pensais avoir des piqûres de punaises de lit, mais il s'est avéré que c'était la façon dont quelqu'un qui était mort essayait de parler. Je ne me souviens pas clairement du visage de Mademoiselle Marie. Mais je crois que je l'ai entendu à travers des rêves. Je veux grandir pour aider les autres. Des gens que personne n'écoute plus. » Aux archives principales du bureau du procureur de district de San Francisco, le dossier Marie Walker a été classé dans un tiroir spécial marqué d'une étiquette rouge. Justice rendue. Juste en dessous se trouvait un nouveau dossier. Le cas d'Anna Parsons, disparue depuis 2003. Laura le sortit, les yeux brillants de détermination. Nous ne nous arrêtons pas avec Marie. Et ainsi, l'histoire d'un garçon de 10 ans de Springfield qui se grattait à sang à cause de démangeaisons insupportables est devenue celle qui a ouvert la porte à d'innombrables autres pour que leur vérité soit racontée. Parce que certaines douleurs semblent enfouies à jamais. Mais chaque cri peut être entendu si quelqu'un est prêt à écouter. Parfois, la vérité ne se cache pas derrière la brique et la pierre, mais derrière l'indifférence d'une communauté. Sans la persévérance d'une docteure, la sensibilité d'un petit garçon et le courage de ceux qui ont osé affronter le passé, Marie serait restée enfouie dans le silence. Cette histoire nous rappelle que chaque appel à l'aide, aussi faible soit-il, mérite d'être entendu. Et parfois, c'est un enfant qui voit ce que les adultes ont oublié depuis bien trop longtemps. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.